Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 200. Encore un cap de franchi après la 1000e vidéo la semaine dernière, le 200e show, et on est ravis. Et aujourd'hui, on va parler de la fin ou pas du double plateau et aussi de l'actualité Dauphiné, Tour de Suisse et pas mal de matériel. Allez, on y va. Donc il y a quelques années, on a déjà assisté à la fin du triple plateau sur les vélos moyennes et haut de gamme. On a vu aussi l'apparition du monoplateau utilisé par certaines équipes et surtout poussé par SRAM depuis qu'ils ont installé leur brevet de dents qui évite de dérailler sur le monoplateau. Une dent épaisse, une dent étroite, une dent épaisse, une dent étroite, de façon à avoir une meilleure rétention de la chaîne. Ouais, et qui évite tout simplement de dérailler quand on n'a pas de dérailleur avant. Et en 2023, on a vu que cette tendance continuait à se développer avec de plus en plus de vélos utilisés dans le peloton. Pour ça, je le rappelle, il y a à peu près 5 ans, c'était l'équipe Aigle Blue qui avait attaqué à rouler en monoplateau en compétition de ce niveau avec leur 3T. Ça s'était pas super bien passé d'ailleurs. Ça s'était très mal passé pour eux parce qu'ils avaient carrément arrêté l'année d'après. Ils avaient beaucoup d'ennuis mécaniques avec l'ensemble de leur matériel et l'équipe s'était arrêtée. Ouais. C'était sur les groupes SRAM mécaniques. Et en 2024, la tendance continue à s'augmenter, à se diriger vers le monoplateau, avec même l'équipe Ineos qui roule en Shimano, qui avait monté sur leur vélo de chrono des monoplateaux immenses, avec en complément un moyeu à boîte de vitesse, le moyeu Classified, exactement, à commande électrique, pour pouvoir coupler ça. Donc, est-ce que dans le futur, la tendance va continuer à se confirmer dans le monoplateau? Est-ce que le double plateau va finir par écraser? Honnêtement, je ne pense pas. Est-ce qu'on va voir ensemble les avantages du mono déjà? Ouais. Alors déjà, pourquoi est-ce que le mono a de nombreux avantages, mais pourquoi est-ce qu'il ne perce pas? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Chez les pros notamment, hein, tout ce qui marche chez les pros a tendance à se généraliser, bien ou pas d'ailleurs. Quand même. L'immense majorité des équipes est sponsorisée par Shimano, qui, tu l'as dit, n'est pas précurseur en la matière de monoplateau. Ça joue énormément dans les choix matériels des équipes. Et aussi, les monoplateaux sont destinés, on le verra plus tard dans le fonctionnement, à avoir plutôt des petits monoplateaux, avec des plateaux 46, 48, qui évidemment ne correspondent pas du tout au milieu professionnel, que ce soit avec un départ de cassette en 10 ou 11 dents. Donc ça a été un gros frein. En plus, avec SRAM, les premières générations des chaînes flat exprès pour les monoplateaux étaient particulièrement lentes, avec une efficacité mécanique vraiment pas terrible. Et donc tout ça fait que chez les pros, c'était pas l'idéal. La technologie s'améliore, se développe, et on voit d'autres marques que SRAM qui font des plateaux pour le mono, et donc avec des dentures qui correspondent à finalement beaucoup de monde. Ça va de tout petit pour les VTTistes à immense pour les gros rouleurs. Complètement. Et du coup, on commence à voir une démocratisation. SRAM est poussé à progresser, à améliorer sa chaîne pour améliorer son efficacité. C'est ce qu'elle a fait avec le nouveau, c'est ce que la marque américaine a fait avec le nouveau SRAM Red. Oui. Et a proposé des dentures plus grosses. C'est également ce qu'elle a fait, poussé par les équipes. Mais du coup, on a enfin une offre qui correspond à absolument tout le monde et sans qui réduit ces inconvénients dont on va parler. Comme on peut voir sur le VTT, parce que sur le VTT, le triple plateau, le double plateau existait. Maintenant, sur un vélo, on achète neuf, c'est très rare de voir un double plateau. Il doit en exister encore sur certains modèles, mais sur les vélos haut de gamme, on va dire, ou moyenne gamme, il n'y a que du monoplateau et tout le monde en est satisfait, que ce soit chez Shimano ou chez SRAM finalement. Tout à fait. Alors les avantages de ce monoplateau. Le premier, assez évident, c'est le poids. Évidemment, si on enlève des pièces, que ce soit des plateaux ou des dérailleurs, on va perdre pas mal de poids. Sauf si on le couple avec le système Classified, où là, le poids est quand même assez… Le système Classified, dont on a déjà parlé, qui est pour le coup révolutionnaire. Le premier à l'avoir utilisé chez les pros, c'est Victor Campenaerts. On va rendre à César ce qui est à César. Mais tout le monde n'a pas le système Classified. Alors le poids est à compenser malgré tout si vous utilisez des cassettes plus grandes. Il faut évidemment faire un tout petit peu de maths, des plus-moins. Mais en règle générale, on arrive quand même à gagner une centaine de grammes au moins en enlevant toute la mécanique du derrière-avant. C'est sans doute encore plus vrai sur du mécanique que sur l'électrique. Oui, complètement. Encore une fois à calculer, mais voilà. Donc le poids est un des premiers avantages. Le deuxième avantage qui, moi, me plaît beaucoup, c'est l'aérodynamisme, évidemment. Il y aurait un gain jusqu'à 2 watts à 45 km/h. C'est-à-dire que pour rouler à 45 km/h, on mettrait 2 watts de moins sans le dérailleur avant.
Là encore, à compenser, à nuancer si la cassette derrière est trop grosse, mais je pense pas notamment en contre-la-montre, on arrive à des cassettes si grosses que ça ait un impact sur l'aérodynamisme. Ce serait vrai avec des dents de 48 ou voilà, comme on voit maintenant. Oui, et puis sur un vélo de contre-la-montre, ils choisissent directement le plateau en fonction du parcours, donc Oui, il n'y a pas de exactement. raison. Dernière petite nuance pour l'aérodynamisme, ceux qui utilisent un chain catcher en américain, une patte anti-déraillement, l'impact aéro du coup est légèrement moindre puisqu'on rajoute, on enlève quelque chose mais on en rajoute un autre. Même si on en a vu des aéros, On en voit des très aéros et qui prétendent de avoir Mérida. aucun impact sur l'aérodynamisme. C'est probablement vrai, mais voilà, à nuancer comme toujours. Ensuite, l'autre avantage, je parlais de l'efficacité tout à l'heure mécanique, c'est qu'on va pouvoir, ce monoplateau va être situé plus au milieu de la cassette, et donc avec des dentures adaptées, que ce soit derrière ou devant, on va se retrouver avec une meilleure ligne de chaîne, donc une meilleure efficacité, et moins de travail sur la chaîne. On va pouvoir aussi mettre, et ça c'est vrai en montagne également, des très grandes cassettes derrière, avec des plateaux toujours relativement grands devant, et ça va là encore améliorer l'efficacité, puisque ça va diminuer les angles de la chaîne, et donc on améliore encore l'efficacité. Ensuite, une simplicité d'utilisation. Ça, c'est clairement ma partie. C'est ce que j'ai regarde. C'est clairement ma partie parce qu'on le voit sur les premiers groupes SRAM mécaniques, il n'y avait qu'un seul levier avec un mécanisme, avec qu'une seule gâchette qui s'occupait de tout. Là, sur l'électrique, du coup, on a 2 gâchettes, que ce soit chez SRAM, chez Shimano, ça n'existe pas, pardon. Mais voilà, c'est simple. On monte, on descend, on n'a qu'un seul dérailleur. On a techniquement, il y a moins de sources de problèmes possibles. Donc ouais, moi de ce côté-là, la simplicité d'utilisation, je la trouve fantastique. Si on résume, meilleure efficacité mécanique, meilleur aéro, moins de poids, meilleure facilité d'utilisation. On est pas mal. L'électrique, tu l'as dit, a grandement facilité son installation et sa désinstallation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a du matos, qui est équipé, peut très facilement d'un jour à l'autre enlever son dérailleur, régler son dérailleur arrière, changer ses dentures via l'application et un coup de clé Allen. Oui. Donc cette simplicité, grâce notamment et principalement sur les groupes électriques, facilite son développement, également les marques qui s'y mettent. Complètement, et puis on le voit en gravel, en fait maintenant la plage disponible de cassettes est immense parce qu'on peut même monter des cassettes de VTT maintenant sur les vélos de gravel ou les vélos de route. Bon, sur un vélo de route, honnêtement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il suffit de prendre un plateau en conséquence à l'avant, mais on arrive à servir absolument tous les cyclistes, n'importe quel soit leur niveau, peuvent trouver leur bonheur au niveau des cassettes. On va essayer de trouver des inconvénients. Vous l'avez compris, nous on est team monoplateau. On va essayer de trouver quelques inconvénients. On va le dire après. On le dira après. Bon, je ne spoile pas la fin alors. Ouais. Alors, il peut y avoir potentiellement un peu d'écart entre les plateaux si on est obligé, et c'est là où ça peut nécessiter d'avoir un peu de matériel. Si on est obligé de monter des trop grosses cassettes, il peut y avoir beaucoup d'écart entre les pignons et à ce compte-là, on va perdre un petit peu de cette efficacité mécanique. C'est vrai aussi si on est obligé de mettre à l'inverse une cassette en 9 voire même 10 dents. C'est pas forcément l'idéal d'un point de vue mécanique et du coup on peut perdre un petit peu les avantages. C'est un peu comme pour l'aéro, si on enlève le dérailleur et qu'on rajoute une patte anti-déraillement, finalement on compense un petit peu les gains par d'autres pertes. Donc le monoplateau ça peut être très bien à condition de vraiment parfaitement choisir son développement et dans l'idéal de pouvoir l'adapter. Et en parlant de changement de transmission pour l'adapter au circuit, admettons, bon là on parle vraiment dans le monde de la compétition. Parce que clairement, dans le monde des cyclistes amateurs, une fois qu'on a trouvé sa transmission, on n'a pas besoin de la changer régulièrement. Mais voilà, ça fait des pièces à changer pour l'adapter suivant le parcours. Si on est vraiment pointilleux au niveau compétition. Donc ça, c'est pas évident. Il semblerait que le double plateau ait encore un petit peu d'avenir pour plusieurs raisons. Les premières, on a parlé de marketing tout à l'heure. Il semble que Shimano y soit attaché, d'ailleurs sorti un nouveau groupe gravel uniquement disponible en double plateau. Ce qui est étonnant pour le gravel qui est une discipline jeune et qui est quand même très habitué au monoplateau. Donc Shimano ne veut pas le laisser passer, il sponsorise beaucoup de monde, donc ça va encore être présent sur les marchés et tout ça. On parlait de gravel, même en compétition de gravel, c'est encore pas mal utilisé, notamment, et c'est le cas aussi à la montagne, parce qu'il peut y avoir des passages très difficiles, très techniques, et il suffit des fois d'un passage difficile qui peut nécessiter un petit plateau et un grand développement. C'est ça. Après, on voit aussi que SRAM et tous les coureurs qui sont sponsorisés par SRAM dans les pelotons
utilise toujours les doubles plateaux. Et pour moi, la principale explication, c'est cet écart entre les dents. Le fait d'avoir des écarts et des rapports très serrés, des rapports intermédiaires très serrés, on en parlera dans une prochaine vidéo sur justement le choix des transmissions. C'est très important pour avoir en permanence le bon rapport. Moi, je sais, j'ai déjà fait l'expérience. Je roule avec des amis qui vont un peu plus vite que moi. On est sur mon maximum de puissance et là, je suis entre deux vitesses, entre deux braquets. Du coup, un coup, j'ai trop gros, un coup, j'ai trop petit. Et ce problème, je ne l'ai pas avec le double plateau. C'est sûr que ça venait de la transmission. Ah oui, moi j'étais à fond. C'est pour ça. Donc voilà. Le double peut permettre des fois, comme j'ai dit, de rattraper une situation délicate à un moment. Et il suffit parfois d'un seul moment pour que ce soit pertinent. Et pourquoi le double aussi ne va pas, pour moi, s'arrêter immédiatement? Le monde du cyclisme a une tendance à être conservateur. On l'a vu avec les patins et les disques. Donc pour moi, on a encore de beaux jours en double plateau pour ceux qui le souhaitent. Il paraît que Anquetil roule avec des manivelles de 180 mm. C'est vrai. On nous a dit dans les commentaires. C'est assez. Non, on est assez réfractaire au changement. Et en double. C'est normal. Ça va prendre encore des années. Est-ce que dans 10 ans, non, dans 10 ans, il n'y aura plus de l'eau. Non. Est-ce que dans 10 ans, il n'y aura que du monoplateau? On ne peut pas le deviner pour l'instant. Mais SRAM, dans tous les cas, pousse là-dedans. Qu'on soit d'accord. Donc finalement, toi Louis, ton bilan sur ce sujet, c'est plus ton ressenti plutôt que des questions marketing, on va dire. Moi j'aime beaucoup le monoplateau, j'essaie de l'utiliser le plus possible, mais effectivement j'ai plusieurs cassettes, plusieurs plateaux, donc ça nécessite, alors c'est très simple à faire, mais ça nécessite d'avoir ce matériel. Et je suis né à la montagne et c'est pas une région où je roulerais en monoplateau. D'ailleurs mon frère m'avait posé la question et je lui avais dit de garder son double et de baisser ses dents. Donc voilà, effectivement, mono et double risquent d'avancer, à mon avis, de front et ont chacun un avenir, même si, quand je peux, je roule en mono. Ouais. Comme toi. Moi, finalement, si je dois faire mon bilan, bon, j'ai pas de problème par rapport à la montagne, étant donné que j'avais fait la Transpyrénée en mono. Okay. Donc, avec quel développement pour J'étais en ovale 48 à l'avant et une cassette SRAM Explore en 10-44. Okay. Donc ce qui est un braquet un poil gros pour faire du bikepacking, qu'on soit d'accord. Tu aurais pu mettre un 46. J'aurais pu mettre un 46, mais j'aime bien ce côté 48. Après voilà, chacun. À noter qu'on est obligé, on l'a dit, c'est une dent large, une dent étroite, donc on est obligé de faire 2 par 2 à l'avant. Oui. On peut pas mettre, alors c'est quand même assez souvent le cas aussi en double, par exemple, double. ça fait souvent 39, 42 par exemple, et 44 et 46. Mais en tout cas, c'est obligatoire sur du monoplateau. Mais oui, après moi, ce que je retiens vraiment du monoplateau, c'est que clairement, il y a moins de pièces mécaniques en fonction. Le watt supplémentaire de l'aéro, il m'importe peu. Le croisement de chaîne et cette petite perte de watts sur le petit pignon, on va dire, c'est quand je suis dans des longues descentes, donc clairement ça ne m'intéresse pas. Sur le gros pignon à l'arrière, en montagne, ça me permet de passer, clairement, avec tout ce que j'ai comme énergie. Donc finalement, ça ne me gêne pas énormément, vu aussi que je roule énormément tout seul. Et en gravel, moins de pièces mécaniques, moins de déraillements possibles. Moi, j'y trouve mon compte, donc on verra bien. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous roulez en double, mono, triple, peut-être il y a des puristes du triple. Et on passe aux actualités matérielles notamment. Première nouveauté, c'est les nouvelles roues Fulcrum Shark, des roues destinées au gravel et au all-road, avec bien sûr une belle largeur et on va dire des dents de requin, d'où le nom, je pense, au niveau du profil. Un profil qui était arrivé déjà chez Zip et Princeton, c'est ça? Ouais, sur Princeton Carbon Work, donc des waves en anglais ou en américain. Exactement. Donc ces jantes larges, hautes qui sont censées améliorer la stabilité vent de côté. Et c'est la première marque, à part les créateurs Zip et Princeton, qui s'y met, et les jantes génériques. Évidemment. Exactement, chez les Chinois ils sont bons pour faire ça. Deuxième news, là c'est plutôt niveau commerce, c'est le retour de Pro Bike Shop. Donc on sait qu'il y a toujours une guerre entre les magasins et les sites internet, mais le retour de Pro Bike Shop qui a été racheté par un des actionnaires, un des fondateurs, et l'entreprise qui est revenue à taille plus humaine.
c'est quand même une bonne chose pour le marché français de voir ce retour. Donc je suis assez content de ce côté-là. Bah, c'est toujours une bonne nouvelle, une entreprise qui survit. Qui survit. En parlant d'autres bonnes nouvelles, on a de quoi occuper l'été qui s'annonce déjà chargé. Tu étais cette semaine à la présentation de Netflix. Exactement, j'ai pu en avant-première voir le premier épisode de la nouvelle série sur le Tour de France au cœur du peloton. Bon, bah, c'est clairement assez exceptionnel. C'est tous les codes de Netflix. Et l'avantage que je retiens par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils ont évolué dans leur façon de filmer. Il y a plus d'équipes. On va avoir une bataille un peu plus serrée de l'intérieur entre Pogacar et Vingegaard. Plus après toutes des séries humaines, des actions humaines qui se sont passées pendant le tour. Donc je suis pas mal excité. Ça sort cette semaine. Donc plutôt pas mal. Et ça sort le 11. Exactement. Ça sort aujourd'hui même. Nouvelle nouveauté. Nouvelle nouveauté. Non, pas nouvelle nouveauté. Encore des roues, et cette fois-ci de chez Roval, la marque de composants de Specialized, qui sort des nouvelles Roval Hookless. Elle est là l'info, c'est Hookless, donc c'est une nouvelle marque qui s'y met. Zip encore était précurseur d'ailleurs. C'est ça. Dans les Hookless, et finalement ça aussi ça se répand. On espère pouvoir dans l'année faire des tests un peu poussés de la technologie dont tout le monde se pose pas mal de questions. Oui, il y a toujours pas mal de polémiques. Il y a pas mal de polémiques, mais du coup, moi j'aime bien prendre le côté positif. Mais je suis assez enthousiaste moi par rapport à cette technologie. J'ai pu rouler une fois avec et j'avais une période avec et j'avais été quand même assez conquis. Donc là, sur une marque comme Roval, qui est déjà plus qu'une référence pour les roues classiques avec crochet, donc là, sans. C'est intéressant. Ouais, très très intéressant. Et la prochaine nouvelle là? Ah, celle-là, elle est très très intéressante. Toujours de l'aéro, vous avez peut-être suivi le départ du Tour de Suisse et notamment Stephen Kung qui a étraîné son nouveau vivier de chrono, le Supersonica SLR TT, qui annonce la couleur Supersonic, un nouveau vélo de contre-la-montre qui a été dévoilé. Alors Stephen Kung était malade et il a dit que ça lui avait coûté un meilleur résultat, il fait 7ème je crois. Il a dit que malgré un super vélo, il fallait quand même des bonnes jambes, ça c'est pas un scoop. Mais on a hâte de le voir tout l'été encore une fois et dès la semaine prochaine au chrono final du Tour de Suisse, mais qui n'a peut-être pas un profil qui avantage Stephen Kung. Et sinon ce sera Tour de France et Jeux Olympiques, peut-être enfin la grande victoire de Stephen Kung sur un chrono, notamment championnat du monde aux Jeux Olympiques. Moi ça me ravirait. Moi aussi. Moi ce qui me ravit c'est qu'il ait participé au développement, donc c'est bien que les marques communiquent sur le fait qu'un coureur a vraiment aidé au développement et ça donne toujours un gage de confiance et de performance. Un coureur et une équipe, il faut souligner la rapidité avec laquelle l'ensemble, la marque et l'équipe a sorti un nouveau vélo puisque c'est un partenariat qui date de janvier, on est en juin et on a déjà un vélo qui change complètement par rapport au nouveau. Ils n'ont pas repris les bases de l'ancien et c'est pas la première fois que FDJ fait ça, il le faisait aussi avec la pierre. Donc ouais, chapeau à l'équipe et à l'équipementier. On est plutôt pas mal. Et la semaine dernière, on vous avait posé des questions sur les résultats. Donc on a lu toutes vos réponses. On a décidé de se focaliser sur des courses et pas forcément les étapes, mais sur les résultats marquants. Donc là, par exemple, on a choisi de parler du Dauphiné. La plus belle course de l'année, évidemment. Avec la plus belle oui. Entre autres. Roglic qui a gagné, qui a d'abord fait preuve d'une énorme maîtrise avec... en étant très placé sur les premières étapes, avant de gagner 2 étapes. On pensait que ça allait être facile et il a fait la spéciale Roglic, c'est-à-dire la craquante du dernier jour en maillot jaune sur le dos quelque part en France. Cette fois, il sauve son maillot pour 8 secondes, peut-être un signe par rapport au Tour de France, on verra. Mais en tout cas, voilà, Roglic en forme, mais pas d'effet de ses démons, ça promet. Evenepoel, quant à lui, un peu... Alors, décevant, c'est exagéré. Il a fait aussi une spéciale Evenepoel. Il a écrasé le chrono avant de perdre le maillot. Tout le monde est fidèle à soi-même. On a vu par contre un étincelant Jorgensen qui fait 2e du général et qui serait peut-être qui sera un atout majeur de Vingegaard et peut-être un 2e leader au cas où ce dernier ne serait pas 100% complètement remis. Moi je pense finalement. qu'il le sera, sinon il ne s'alignerait pas sur le tour. Mais au cas où, en tout cas un lieutenant de luxe, ça c'est sûr, et peut-être encore plus. Complètement. Sérieux candidat au maillot blanc. Carlos Rodriguez aussi, qui finit 4e du général, qui va gagner la dernière étape. Un peu discret, mais encore une équipe Ineos, toujours à l'offensive comme on l'avait vu sur le Giro, mais cette fois-ci concluante, sur le Giro aussi. Et Derek Guy, un pistard canadien qui avait fait un Giro splendide l'an passé
et qui a gagné une étape et a montré des qualités incroyables en montagne. Alors il ne sait pas encore bien se gérer parce qu'il part plein pétrole avant de cracouiller. Mais ça, c'est Mais par question contre, d'ambition. question de, ouais, il va prendre le jus, mais en tout cas, impressionnant sur un des terrains qu'on ne lui connaissait pas, la haute montagne. Côté suisse, on en a vaguement parlé, et le retour de Yves Lampard, vainqueur de prologue, avec le bon casque cette fois. Il avait gagné le prologue du Tour de France le jour de l'annonce du nouveau casque Specialized avec l'ancien modèle. Cette fois-ci, il a remis les choses dans l'ordre, il gagne avec le nouveau modèle devant 2 spécialistes, Stéphane Bisseguer et Tan Etter, donc grosse performance du Belge de la Soudal Quick-Step. Mais c'est parce qu'il pleuvait qu'il avait changé de casque. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Du côté des femmes, on a vu, je ne sais pas si tu as vu ça, un fiasco total Oui, de la SD Works ça, exactement. qui est passé à rien de faire 1-2-3 et qui finalement fera 2-3-4 avec Lotte Kopecky qui va gagner le classement général du Tour de Grande-Bretagne et 2 étapes. Elle était en lice pour gagner la 3e. Elle se retourne, elle voit ses 2 coéquipières 2e et 3e. Elle se relève pour les attendre et leur offrir la victoire. Et finalement, la championne d'Australie va jeter le vélo entre les coureuses de l'SD Works pour remporter la dernière étape. C'est pas mal. C'est cocasse, ça n'empêche pas la victoire de Kopecky au général devant Anderson qui courait pour son équipe nationale, la Grande-Bretagne, et SD Works qui va faire 3e aussi avec Magérus. Donc ça reste un fiascounet puisqu'on va écraser la semaine malgré tout. En parlant de personnes qui écrasent, la statistique. Oui. On en est à la 255e victoire, série en cours, il faut le préciser, de Marianne Vos, j'allais dire la coureuse, mais on n'est plus sur une coureuse, la légende de la Visma Lease a Bike, qui a gagné cette semaine une étape et le classement général de la Volta à Catalunya. Voilà, ça se trouve, je vous dis ça, elle en a déjà gagné depuis. En tout cas, 255 victoires, il faut déjà avoir fait 255 courses. Il faut en avoir à ce niveau, c'est quand même assez impressionnant. On passe à l'activité du club Strava de la semaine. Et là, c'est une victoire. C'est une victoire. On est fini victorieux. C'est Damien Deschamps qui était sur le Grand Fondo Ventoux, une épreuve qui regroupe énormément de coureurs et qui nous note un énorme parcours avec un finish au Ventoux, donc ça c'est toujours exceptionnel. Et l'entraînement P parce qu'il remporte la course dans la catégorie handisport. Donc félicitations à lui. Merci. Bravo. Toi aussi, il me semble que tu as gagné. J'ai gagné en demi-fond ce week-end. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter un petit peu plus en détail cette discipline. Mais pour revenir à Damien Deschamps, bravo à lui. L'entraînement paye. Et si vous voulez que l'entraînement paye, j'en profite. Faire notre auto-promo. On a dimanche dernier sorti la première vidéo de la série sur l'entraînement, la série Rouler mieux. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait et à rester connecté pour voir la suite de cette série. En tout cas, nous, on est très contents du résultat de la première et impatients de faire la suite. Cette semaine, on aura également une vidéo sur comment choisir son braquet pour la montagne, où on reparlera du monoplateau sur le vélo, et une vidéo sur comment progresser en col. Donc si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à activer les notifications, à vous abonner à la chaîne, et à commenter si ça vous a plu, à mettre un pouce, etc. En attendant, on vous dit à très vite. Et roulez bien. Voilà, sur GCN en français. Ciao, ciao. Ciao, ciao.